Marx débute le Capital par une formule restée célèbre: la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. 150 ans plus tard, ce qu'il en reste est aussi une immense accumulation de déchets et d'ordures qui ne cessent de s'entasser. Dans la traduction anglaise, le verbe employé est « apparaît » comme une immense accumulation de marchandises. Marx annonce déjà ce qu'il va développer plus tard dans le livre. Derrière les apparences du capitalisme se cache une réalité brutale. Derrière l'économie de marché où chacun est libre de soi-même et est libre de s'enrichir, se cache le travail forcé des travailleurs et leur exploitation. Derrière l'abondance indolore d'objets fabriqués se trouve la transformation des pays du Sud en décharge pour le monde. Plutôt que de conserver ses propres déchets, le capitalisme occidental les envoie ailleurs. Pour ne pas polluer ses propres écosystèmes, il étend sa pollution au reste du monde. Ce déséquilibre qu'il a produit avec la nature, cette faille métabolique, est approfondie à l'échelle globale. C'est ce qui explique pourquoi les déséquilibres et les catastrophes qu'elle engendre ne signifient pas pour autant la mort du capitalisme. Les limites naturelles sont un mur dans lequel le capital s'écrasera un beau jour. Mais avant de l'atteindre, le capital fera tout ce qui est en son pouvoir pour différer dans le temps et l'espace les problèmes environnementaux qu'il aura générés. Ce faisant, il souillera de son empreinte les moindres parcelles de la planète Terre. Si le capitalisme s'éteint de lui-même, c'est qu'il aura consommé tout ce qui pouvait l'être, un feu dans l'âtre qui aurait consumé toutes les bûches. Pour dire les choses carrément, le capital peut en principe continuer à accumuler dans n'importe quelle condition naturelle, si dégradée soit-elle, aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à l'extinction complète de la vie humaine. La diminution de la disponibilité des combustibles fossiles n'est pas la seule limite à laquelle nous sommes confrontés. En fait, ce n'est même pas la plus importante. Avant même d'être à court de pétrole, nous serons à court de planète. Les perspectives effondristes des collapsologues ne sont pas satisfaisantes. À chaque crise, ils ressortent du bois pour nous dire « cette fois, c'est la bonne ». Et à chaque fois, le capital s'en sort. Pire encore, ce qui ne le tue pas le renforce. Ainsi, le capitalisme libéral qui mena à la crise de 29 fut remplacé par un capitalisme paternaliste où l'État investit massivement dans l'économie pour la relancer. L'État social qui s'érige dans de nombreux pays permet d'éviter de nouvelles crises de surproduction, qui sont en fait des crises de sous-consommation. À chaque crise, le capital innove techniquement et structurellement pour se maintenir en vie. C'est ce que Marx appelle l'élasticité du capital. Cet élastique finira par lâcher une bonne fois pour toutes quand le capital aura atteint des limites absolues. Une fois ces limites naturelles dépassées, l'élasticité se perd d'un seul coup, comme un ressort trop tendu, et ne donne plus les résultats souhaités par le capital. Mais avant que l'élastique ne lâche, le capital va petit à petit rendre inhabitables des régions entières du globe. Des pays du Sud seront peut-être rayés de la carte, sans pour autant que le capitalisme au Nord ne s'effondre. Par exemple, il est nécessaire d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 pour maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré. Lorsque cette ligne est franchie, divers effets pourraient se combiner, renforçant ainsi leur impact destructeur à l'échelle mondiale, en particulier sur ceux qui vivent dans le Sud global. Cependant, les sociétés capitalistes du Nord ne s'effondreront pas nécessairement. Ce bref exemple suffit à montrer une énorme différence entre les conditions matérielles de l'accumulation du capital et le maintien en vie des écosystèmes. La contradiction naturelle du capitalisme est bien une contradiction dans le sens où elle finira par en venir à bout, mais jusqu'à ce point de rupture, elle constitue son moteur. Jusqu'à ce point-là, le capitalisme se nourrira des désastres qu'il engendre, ouvrant de nouveaux marchés pour substituer ce qu'il a détruit, intensifiant sans doute l'exploitation des travailleurs, les transformant en lavettes dont toutes les activités seront surveillées en permanence. Ainsi, le capital, après avoir engendré une perturbation métabolique, transfère cette perturbation à d'autres lieux, à d'autres populations, à d'autres générations.
C'est ce que Saito appelle le metabolic shift, que l'on pourrait traduire par l'externalisation, dans certains cas l'approfondissement, le décalage ou bien le transfert métabolique. Le capitalisme est complètement incapable de régler ses effets destructeurs sur la nature car ils sont contenus dans sa structure même. Ce sont les conditions de sa propre continuité. La seule chose dont il est capable est donc de réagir a posteriori. Il saute de seuil naturel en seuil naturel, décalant la faille dans le temps et dans l'espace. Comme l'écrit le marxiste hongrois István Mészáros, seule la manipulation réactive et rétroactive des symptômes et des effets est compatible avec le maintien du règne du capital. Comme pour la faille métabolique, Saito distingue 3 niveaux du transfert métabolique. Le transfert technologique, le transfert spatial et le transfert temporel. Le transfert technologique d'abord. Par les avancées technologiques, le capital peut soutenir un tant soit peu son accumulation. La contradiction n'est pas vaincue, mais se décale. Le chimiste Liebig annonçait un inévitable effondrement de la civilisation européenne provoqué par la perte de fertilité des sols surexploités par l'agriculture industrielle. Mais cette prédiction a été démentie par l'histoire. Déjà en 1842, l'agronome John Bennett Lawes mettait au point un procédé de fabrication de superphosphates solubles produits à partir d'os de récupération dont il lance l'année suivante la production industrielle. On se met ainsi à retourner les principaux champs de bataille des guerres napoléoniennes, Leipzig, Waterloo, à la recherche d'ossements tout comme à piller ceux accumulés dans les catacombes siciliennes. Puis en 1906, le procédé Haber-Bosch permet de produire en masse de l'ammoniac pour maintenir la fertilité des sols. Mais pour ce faire, il faut de grandes quantités de gaz naturel, dégageant des émissions de CO2. Ces engrais polluent également les eaux et y créent des zones mortes, conduisent à l'érosion des sols qui mécaniquement réduit les capacités de stockage en eau et augmente la vulnérabilité aux maladies et aux insectes, conduisant à l'utilisation de pesticides et à une intensification de l'irrigation. Toute cette organisation produisant évidemment elle-même des gaz à effet de serre. Donc on voit que quand le capital pense répondre aux limites naturelles et les dépasser, il ne fait qu'approfondir sa contradiction en générant de nouveaux problèmes. Chaque nouveau seuil qu'il dépasse produit d'autres effets néfastes pour la vie sur Terre. En se décalant, la faille produit de nouvelles externalités partout. Ces externalités permettent la création de nouveaux marchés qui proposent des produits pour y répondre. De problème, la perte de fertilité des sols est devenue une nouvelle source de profit par la vente de fertilisants. Le professeur en sociologie rurale Jack Kloppenburg explique que le capital transforme en fait la nature en un véhicule pour l'accumulation. Dans ce processus, le capital artificialise toujours plus la nature, se l'appropriant réellement pour qu'elle produise mieux et plus vite. Le transfert spatial. On a parlé dans le premier épisode de la faille spatiale, à savoir que le capital séparait la ville et la campagne, les cultures et les élevages, ne permettant plus aux excréments et aux déchets alimentaires de retourner dans les sols et de maintenir leur fertilité. Mais celui-ci transfère cette problématique aux pays du Sud. Si les puissances européennes se sont lancées dans leur pillage, c'est aussi pour accaparer les réserves en fertilisants naturels. Sur les côtes péruviennes et certaines îles du Pacifique, les Européens exploitèrent le guano, des restes d'excréments d'oiseaux marins, donc riches en substances azotées, pendant quelques décennies, avant d'épuiser complètement les réserves. Ce transfert spatial permit donc un tant soit peu de découpler la production industrielle du cycle des nutriments dans un territoire donné. Ce guano était devenu impérativement nécessaire à la production agricole du XIXe siècle. Des millions de tonnes étaient extraites et continuellement exportées vers l'Europe. Cet extractivisme était accompagné de l'oppression brutale des populations indigènes et de l'exploitation de travailleurs chinois. Un exemple plus contemporain est celui de l'île de Nauru, sur laquelle le phosphate pur a été exploité pour l'agriculture industrielle jusqu'à l'épuisement complet des réserves, faisant passer le pays du 2e PIB par habitant le plus élevé au monde à une décharge miteuse. Ce transfert métabolique a en fait résulté en un impérialisme
écologique. Après l'épuisement du guano, ce sont les engrais chimiques qui prendront la relève. C'est le transfert technologique. Marx écrivait déjà dans les Grundrisse que les conditions de la production agricole étaient toujours plus extérieures à elles-mêmes, que le capital rendait nécessaire ce qu'il n'était pas auparavant. L'agriculture ne trouve plus en elle-même les conditions naturelles de sa propre production, naturellement créée, spontanée et prête à l'emploi. Mais celle-ci existe en tant qu'industrie indépendante, séparée d'elle. Cet arrachement du sol naturel au fondement de toute industrie et ce transfert de ses conditions de production en dehors d'elle-même dans un contexte général, d'où la transformation de ce qui était auparavant superflu en ce qui est nécessaire, est la tendance du capital. En vérité, le capital décale l'exploitation de la nature aux pays du Sud, mais il décale aussi l'exploitation des travailleurs. Marx et Engels écrivaient dans le manifeste que les classes intermédiaires se prolétariseraient toujours plus, suivant l'évolution du capitalisme, tendant à simplifier la lutte des classes en deux camps, le prolétariat et la bourgeoisie. L'histoire semblerait leur avoir donné tort, avec l'amélioration des conditions de vie dans les pays du Nord, le tarissement de la classe ouvrière. Mais ce n'est qu'une apparence, puisque la masse des prolétaires n'a cessé de s'accroître dans les pays du Sud où la main-d'œuvre y était plus nombreuse et moins chère. Brand Davison parle justement de ce mode de vie impérial des habitants du Nord, qui vivent bien en moyenne grâce à l'exploitation de la nature et des travailleurs du Sud. We live in a consumer society. Our lives revolve around shops, supermarkets, new experiences, new stuff. En repoussant à la périphérie la faille métabolique, le capital ne fait que l'approfondir à une échelle globale. Enfin, le transfert temporel. L'inadéquation entre le temps de la nature et le temps du capital n'amène pas d'un seul coup à un désastre écologique, parce que la nature possède également de l'élasticité, une marge de manœuvre qui ne conduit pas à un effondrement brutal. Les effets des destructions se décalent sur les générations suivantes. Marx indiquait déjà dans Le Capital que la bourgeoisie proclamait « Après moi, le déluge ». Même après la disparition du capitalisme, nous devrons manœuvrer avec tous les désastres de long terme qu'il aura provoqués. Au moins, cela nous laisse le temps de transformer le monde. On n'est pas encore mort. Mais cela ne se fera évidemment pas par la technologie, qui prendrait trop de temps à se mettre en place à l'échelle globale, serait impossible à réaliser par le manque de ressources et ne répondrait pas à tous les enjeux écologiques. Le technosolutionnisme, c'est être le capitaine du Titanic, se voyant approcher l'iceberg et pensant, avec un peu de chance, il va soudainement disparaître. Ou comme le dit Mésaros, dire que la science et la technologie peuvent résoudre tous nos problèmes à long terme est bien pire que de croire en la sorcellerie. Pour résumer, le capital parvient à surmonter des seuils naturels pour un temps grâce à la technologie qui approfondit toujours plus la faille métabolique. Il la décale dans le temps, après moi le déluge, et la transfère aussi spatialement, à côté de moi le déluge. Les conséquences néfastes sur les pays du Sud sont doubles. D'un côté, les ressources naturelles et la force de travail sont surexploitées, de l'autre, ils deviennent les décharges des pays du Nord où s'entassent les objets usagés et sont aussi les premières victimes des catastrophes naturelles. C'est l'essence même de cette société de l'externalisation occidentale. Loin d'être une nouveauté dans l'histoire du capitalisme, ce phénomène est à trouver à son origine même. Cette question était déjà au cœur de l'accumulation du capital, un essai de Rosa Luxembourg. Elle y explique que, dès le départ, les capitalistes se servirent du travail gratuit et des ressources abondantes de la périphérie et critique l'analyse de Marx qui, selon elle, ne parlerait pas assez de sa dépendance du centre capitaliste envers sa périphérie. L'accumulation n'est pas seulement une relation interne entre les branches de l'économie capitaliste. C'est avant tout une relation entre le capital et son milieu non capitaliste. La richesse se concentre au nord, tandis que l'exploitation se fait au sud. L'accumulation primitive vue par Marx était une étape du développement du capitalisme. Esclavage, colonisation, expropriation des paysans, permettant l'installation dans la durée de ce nouveau mode de production. Pour Luxembourg, ce processus n'est pas une étape,
mais la condition même d'existence du capitalisme qui ne peut vivre sans piller de nouveaux espaces et trouver une main-d'œuvre moins chère. Luxembourg réutilise le concept de métabolisme à sa sauce, le faisant se produire entre le centre capitaliste et le sud non capitaliste. Ce métabolisme est fait d'échanges inégaux entre les deux parties. Le nord ne fait que prendre au sud. S'il est vrai que le capitalisme vit des formations non capitalistes, il est plus précis de dire qu'il vit de leur ruine. En d'autres termes, si ce milieu non capitaliste est indispensable à l'accumulation capitaliste, lui fournissant son terreau fertile, l'accumulation se fait en réalité aux dépens de ce milieu et ne cesse de le dévorer. On peut encore prendre pour exemple l'île de Nauru, qui était habitée par une société non capitaliste qui vivait surtout de la pêche. Le vampire capitaliste arrive, draine toutes les ressources naturelles et s'en va, laissant derrière lui la désolation. Historiquement, l'accumulation du capital est un processus métabolique entre les modes de production capitalistes et précapitalistes. L'accumulation du capital ne peut se faire sans ces modes de production précapitalistes. Or, l'accumulation consiste justement à ce que ces derniers soient progressivement engloutis et assimilés par le capital. En conséquence, l'accumulation du capital ne peut pas plus exister sans les formations non capitalistes que celles-ci ne peuvent exister à côté d'elles. C'est seulement dans l'érosion constante et progressive de ces formations non capitalistes que sont produites les conditions mêmes de l'existence de l'accumulation du capital. Voilà encore la contradiction du capitalisme. Il ne cesse de dévorer des sociétés non capitalistes pour mettre leurs ressources à son profit, mais celles-ci existent en quantité limitée sur Terre. Le capitalocène est justement le résultat de cette diffusion du capitalisme sur toute la planète. Le monde est presque entièrement devenu capitaliste. De nouvelles puissances, les BRICS, venant désormais s'attaquer au noyau originel et veulent rattraper les pays occidentaux dans leur développement. Mais le mode de vie impérial du Nord a pour condition d'existence sa non-diffusion au Sud. La compétition pour l'accaparement des ressources et pour la main-d'œuvre au rabais s'accroît. Les espaces d'externalisation sont de moins en moins nombreux. Quand la planète entière se dirige vers le mode de vie impérial, alors les répercussions commencent peu à peu à être ressenties en Occident. À mesure que l'espace d'externalisation diminue, la faille métabolique, autrefois obscurcie, devient de plus en plus visible, même dans les pays du Nord, à mesure que la crise climatique se traduit par des vagues de chaleur, des feux de forêt et des super typhons. La seule réponse au cataclysme qui s'annonce semble être de décroître. Et peut-être que la solution, le dépassement du capitalisme, est aussi à trouver dans ces modes de production plus anciens qu'il a dévorés un par un. C'était en tout cas l'idée du vieux Marx. Nous le verrons dans l'épisode final. Mais avant cela, nous verrons dans l'épisode 3 comment opérer une distinction entre la société et la nature, cruciale pour comprendre l'origine de la crise écologique et se donner les moyens d'y répondre, sans pour autant tomber dans un dualisme cartésien qui verrait dans la société et la nature deux entités ontologiquement distinctes.